Reste près du mur de la salle de bain pour ne pas gâcher mes photos d'anniversaire avec ta tête. Cette phrase résonnerait plus tard dans une histoire de rejet bien différente. Mais tout commence dans une famille où l'amour était toujours assorti de conditions, de jugements et de hiérarchies tacites que personne n'osait remettre en question. La narratrice est issue d'une famille élargie profondément conservatrice, immigrée aux États-Unis lorsque sa mère était enfant, et qui a emporté avec elle des valeurs religieuses strictes imprégnant chaque mariage, chaque attente et chaque réputation. Dans cette famille, la conformité était synonyme de sécurité, et tout ce qui sortait des sentiers battus était perçu comme une menace. Parmi tous les cousins, il y avait Marie, de 2 ans son aînée, admirée de tous, d'une beauté naturelle, élégante, respectueuse des traditions et considérée comme l'enfant chéri. La narratrice, quant à elle, a grandi à ses côtés, plus discrète et rebelle, tout aussi aimée dans son enfance, toutes deux traitées comme de petites princesses avant que les attentes familiales ne se durcissent avec l'âge. À l'adolescence, leurs chemins se séparèrent brutalement. Marie embrassa la tradition, la danse et la ferveur, tandis que la narratrice découvrit la musique, et plus particulièrement la scène punk et hardcore brute grâce à des cours de chant. Elle y trouva enfin des personnes qui ne la jugeaient pas à l'aune de son obéissance ou de son apparence. Ce monde la transforma. Elle commença à s'habiller différemment, à s'exprimer par des tatouages et des piercings, s'éloignant toujours plus du moule conservateur que sa famille chérissait. Pour la première fois, elle se sentit comprise sans être jugée. Mais cette liberté eut des conséquences. Son oncle décida que Marie ne devait plus la fréquenter, persuadé que son influence était synonyme de drogue, de rébellion et de décadence morale. Ainsi, leur lien d'enfance fut brisé en silence. Les années passèrent. Les 2 femmes devinrent adultes, se marièrent et, douloureusement, se retrouvèrent dans des relations abusives, un sujet tabou dans la famille, car le divorce était honteux et la souffrance devait être endurée en silence. Lorsque Marie brisa enfin ce silence et quitta son mari, sa famille se rassembla autour d'elle avec sympathie et enthousiasme, saluant son courage comme justifié et noble. Peu après, la narratrice s'échappa elle aussi de son mariage abusif, pour découvrir une réaction bien différente. Lorsqu'elle commença à parler de son histoire, sa mère lui interdit d'évoquer sa nouvelle relation ou ses fiançailles, sous-entendant qu'à cause de ses tatouages, de son mode de vie alternatif et de son divorce, on la croirait coupable des violences qu'elle avait subies. Cette implication fut dévastatrice. Marie était félicitée d'avoir survécu, mais on la soupçonnait secrètement d'être responsable de ses propres souffrances. La narratrice surprit plus tard des conversations familiales qui le confirmèrent. Son apparence, son indépendance, voire son départ de l'église étaient interprétés comme une faute morale, justifiant ainsi ce qui lui était arrivé. Personne ne la défendit. Le contraste entre les éloges et les jugements portés sur Marie fut une véritable blessure, révélant un système familial où l'image primait sur la vérité. Finalement, la narratrice se fiança de nouveau, mais cette fois, elle prit une décision. Elle n'inviterait pas ceux qui avaient minimisé sa souffrance. Sa mère était furieuse et insistait pour qu'elle pardonne et renoue les liens, mais le pardon lui paraissait impossible sans reconnaissance de responsabilité, d'autant plus qu'aucune excuse n'avait jamais été présentée. La narratrice refusa, préférant construire sa vie avec sa famille de cœur plutôt qu'avec ses proches qui avaient transformé sa souffrance en punition méritée. Par la suite, elle réfléchit à la banalisation de ce comportement dans son éducation, à la facilité avec laquelle la cruauté pouvait se dissimuler sous le couvert de la foi ou de la tradition, et au temps qu'il lui avait fallu pour comprendre que l'acceptation ne devait jamais dépendre de l'obéissance ou des apparences. Elle choisit la distance, organisa un mariage sans eux et embrassa une vie où elle refusait désormais de se faire toute petite pour être tolérée. Dans un second récit, plus intime mais tout aussi révélateur, elle décrit son jeune fils, un enfant intelligent, gentil et brillant, qui commença à souffrir d'anxiété car son institutrice annulait régulièrement la récréation pour toute la classe à cause du mauvais comportement de quelques élèves. Chaque jour, l'enfant était plus angoissé, pleurant avant l'école, craignant de perdre le seul répit qui l'aidait à gérer la pression scolaire. Partagée entre le respect qu'elle portait aux enseignants et son souci du bien-être de son fils, la mère découvrit que le règlement de son État protégeait explicitement la récréation et interdisait de l'utiliser comme punition. Après quelques hésitations, elle porta l'affaire devant la direction de l'école, non pas pour sanctionner l'enseignant, mais pour protéger son enfant. Lors d'une réunion avec le directeur adjoint, elle expliqua calmement la situation, insistant sur l'anxiété de son fils et ses difficultés scolaires, tout en se référant au règlement de l'établissement et à la loi de l'État. La direction reconnut le problème, et bien que prudente au départ, admit que la suppression répétée de la récréation était inappropriée. Peu après, la situation changea. Les enfants purent à nouveau bénéficier de leur pause et l'anxiété de son fils diminua sensiblement.
Ce qui la marqua le plus, ce n'était pas seulement le dénouement, mais la prise de conscience que défendre son enfant exigeait de poser les mêmes limites qu'elle avait finalement apprises dans sa propre vie. Refuser d'accepter des systèmes, familiaux ou institutionnels, qui toléraient les actes de violence. Dans les deux cas, le schéma était le même. Le silence était de rigueur, la souffrance minimisée et toute prise de parole découragée. Mais cette fois-ci, elle ne se tut pas. Elle a choisi de prendre ses distances avec ceux qui jugeaient sa douleur, et d'agir lorsque le bien-être de son fils était en jeu, comprenant enfin que se protéger et protéger son enfant n'est pas une réaction excessive, mais la rupture d'un cycle dont il lui semblait autrefois impossible de s'échapper.